urgence politique et juridique, le nouveau gouvernement a-t-il réellement une marge de manœuvre pour relever ces défis? Inflation, chômage des jeunes et baisse du loyer. Le Burkina Faso est-il éternellement abonné au coup d'État? Pour analyser toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit Farah Samb, journaliste, écrivain, et Ibaba Bari, universitaire et juriste. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 2 octobre 2022 avec Alassane Samba Diop sur iRadio, la première radiovision du Sénégal. Dimanche 2 octobre 2022, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps. Je tiens d'abord à remercier tous les Sénégalais de toute obédience pour la compassion qu'ils ont eue pour notre regretté frère Soro Diop. Nous prions pour le repos de son âme. Merci à tous les Sénégalais de tous bords, de toute obédience. Merci au président Macky Sall qui s'est déplacé et présenté ses condoléances à la famille. Merci à toute l'opposition sénégalaise, toute la classe politique sénégalaise. Merci à toute la presse sénégalaise qui a rendu hommage à Soro Diop. Merci. Merci à vous tous. Nous sommes donc dimanche 2 octobre 2022. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, une loi d'amnistie a été prononcée et dite ou bien suggérée par le Conseil des ministres. Le président de la République, Macky Sall, le dernier contribué à parler de loi d'amnistie, un projet de loi qui a été annoncé en Conseil des ministres qui devait passer par différentes étapes avant son adoption définitive par l'Assemblée nationale. Monsieur Ibabari Kamara, vous êtes juriste. Cette loi d'amnistie, à votre avis, est-ce qu'elle est opportune? Bonjour à tous vos téléspectateurs et ceux également qui vous suivent à travers les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir que d'être là, mais au préalable, puisque je ne l'avais pas fait auparavant, permettez-moi, mon cher ami, de vous présenter mes très sincères condoléances. Merci. En fait, pour le décès de votre grand frère. Je le suis tardivement et croyez-moi, je suis de tout cœur avec vous. Merci. Et je prie pour que Dieu l'accueille à son paradis Firdaus. Merci. N'est-ce pas? Et que vous donne la force pour effectivement supporter une telle douleur. Donc là, pour revenir à votre question, en vérité, ce n'est même pas une question, c'est une problématique. Et donc là, de ce point de vue, est-ce qu'aujourd'hui, cette loi d'amnistie-là, est-ce qu'elle se justifie, est-ce qu'elle est pertinente? À mon avis, je dis oui. Et, pourquoi? Je dis oui parce que simplement, si vous me rappelez bien, j'ai toujours soutenu l'idée suivant laquelle on devrait effectivement, depuis la période où on faisait donc les dialogues nationaux, tout ça là, de traiter une telle question et de permettre justement à ceux-là qui ont été évincés justement des élections de pouvoir effectivement participer après, puisqu'on veut, on l'a dit, on veut simplement qu'il y ait un apaisement justement de l'arène politique. C'est vrai, si l'on se réfère au juridisme, en fait au droit et à la démocratie, on pourrait dire qu'effectivement, lorsque vous commettez une condamnation, lorsque vous commettez une infraction, l'on vous condamne et vous devez exécuter intégralement justement la sanction. C'est vrai, mais vous savez, il y a toujours des moyens qui sont donnés aux différents pouvoirs pour atténuer parfois la rigueur justement d'une sanction qui a été prononcée. En l'espèce, il s'agit de quoi? La base sur laquelle en fait on a privé ces personnes-là, en fait Khalifa Sall et Karim, justement de leur droit de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Mais cette base-là, véritablement, moi, elle m'a toujours posé un problème. Je vous parlais des dispositions L29 et L30 donc du code électoral. Lorsqu'il s'agit de sanctions, il y a un début et il y a une fin. Mais si on lit très bien donc ces dispositions-là, on a l'impression que cette en fait déchéance est retenue ad vitam aeternam. Ce n'est pas logique, même pour un criminel. On vous condamne à 20 ans,
à l'issue donc de ces 20 ans-là, vous recouvrez toutes vos libertés. Mais ici, en fait, la loi, le code électoral ne dit absolument rien. Parce que si on était dans la situation où, parce que le juge avait la compétence de prononcer justement une telle déchéance, le juge ne l'a pas fait. Et s'il l'avait fait, il aurait, en fait, prévu un délai, un temps. Ce qui n'est pas le cas, justement pour, pour le code électoral. Ce qui veut dire, donc que pour que ces personnes-là qui ont été condamnées puissent effectivement, pour que donc l'exécution donc de la peine puisse se terminer, mais il faudrait impérativement une loi d'amnistie. Parce que sans cette loi d'amnistie-là, en fait, ad vitam aeternam, ils ne pourront jamais s'inscrire, ce qui ne serait en porte-à-faux avec nos considérations démocratiques. Semble, cette loi, il y a eu beaucoup de controverses. Certains sont d'accord, d'autres ne partagent pas l'idée d'une amnistie. Certains estiment que les gens ont été condamnés, ils doivent payer. D'autres estiment que c'est des détournements de deniers publics qui sont en jeu. Certains estiment, même Mimi Touré estime que c'est un deal qui est mis en place parce que Karim Wade, le PDS, pèse 500 000 voix. Quelle appréciation avez-vous de cette loi d'amnistie qui est annoncée? Oui, merci Alassane. Plaisir de rencontrer M. Barry sur ce plateau. Et dans le même élan, Alassane, je dirais encore une fois mes condoléances, je te les renouvelle et je m'incline devant la mémoire de Soro, un ami, un frère, un confrère. Ce que Dieu fait, on dit toujours que c'est le meilleur pour nous, mais ça a été brusque, ça a été très douloureux. Voilà, ma soeur, et puis espérons que tu aies le courage et la force de pouvoir dépasser cela. Sur la question, je crois qu'il y a eu une réaction beaucoup de réactions d'ailleurs qui ont été quasi épidermiques. D'abord parce que la décision a été très brusque, c'est la première chose. Bien vrai que beaucoup de gens y pensaient, moi-même j'écrivais une chronique là-dessus, mais j'écrivais la chronique en disant simplement que dans le sens des scénarios burkinabé et ivoirien, il y a des moments où il faut aller vers l'apaisement. Et l'apaisement dans ce cas-là, je crois que ce que Ouattara a fait en ramenant Gbagbo et Bédié en Côte d'Ivoire, ce que malheureusement il a voulu faire d'Amiba au Burkina Faso en ramenant Compaoré, un dossier très lourd, et c'était pour arriver à l'apaisement. Lui-même disait pour la cohésion sociale. Chez nous, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de lectures politiciennes. Ça aussi, il faut le dire. On a pensé que le président voulait faire ceci, c'est bon, on ne peut pas être dans la tête du président ou dans la tête des autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme l'a dit Barry, c'est une décision qui ne tient pas à la décision du juge. Le juge n'a pas prononcé la déchéance. À partir de ce moment-là, maintenant, si le code électoral voulait les condamner ad vitam aeternam, ça n'a pas de sens. Notre code électoral de 92, consensuel de 92, a des imperfections. Chaque fois, on a dénoncé quelques imperfections, mais chaque fois, ça a marché. La preuve, en juillet, on a démontré que le code électoral marchait assez bien. Il faut réformer le code électoral par rapport à ces articles bien précis, qui condamnent pratiquement ceux qui ont été déchus de leurs droits, pratiquement ad vitam aeternam. Est-ce qu'il faut limiter le code dans le temps, en disant que, par exemple, l'article tel dit quand vous êtes condamné pendant 5 ans, après ces 5 ans, vous retrouvez vos droits. Je crois que Doudou a fait une sortie là-dessus, en disant que si on doit, il faut toucher à ces deux articles-là et les réformer par rapport à ça. C'est un peu ça. Mais maintenant, c'est vrai que les gens aussi ont parlé des crimes économiques. Quand il s'agit d'un crime économique, comme Mimi Touré le dit, que sur elle l'avait dit avant, il faudrait qu'on paye les 138 milliards, etc. Là aussi, les gens peuvent se mettre sur une table et réfléchir, voir comment faire pour que... parce que pour notre démocratie, la présence de Karim Wade, la présence de Khalifa Sall, ce n'est que renforcer notre démocratie. Moi, j'ai toujours pensé qu'une démocratie a besoin en face d'une opposition qui vous fasse réfléchir, voir est-ce que ce que vous faites va dans le bon sens. Tant que vous voulez réduire les gens à leur plus petite expression, ce qui se passe, c'est que vous risquez de faire des erreurs sans vous en rendre compte. Ce ne sont que des humains qui sont en place et qui continueront à penser que, étant libres de faire ce qu'on veut, on continuera à marcher sur certains droits. Mais je crois que là, absolument, il faudrait faire en sorte qu'on y arrive. Bien vrai que la procédure n'est pas aussi simple qu'on le pense. Je crois que les juristes comme Barry nous édifieront. Il faut y aller. Et puis, je crois que c'est le contenu qui définira. Les gens ont donné le contenu de la loi d'amnistie antérieure. Ce n'est pas le même cas. Donc, il faudra voir ce qu'il y a dans. Parce que s'il faut effacer maintenant tous les crimes économiques à venir et machin, je crois que ce n'est pas l'idée
qui a été annoncée par le président Sall, dans le compte-rendu, il a été dit pour qu'ils puissent retrouver leur éligibilité. Oui, mais certains disent que l'amnistie vise des faits et pas des personnes. Et là, si l'amnistie concerne Karim Wade et Khalifa Babacar Sall, où sont les faits dans tout ça? Est-ce que cette loi d'amnistie ne peut pas aussi cacher d'autres amnistiés, d'autres qui ont pillé le pays ou peut-être qui sont là, qui ont des comptes bancaires qu'ils ne peuvent pas toucher, qui ne peuvent rien faire? Est-ce que ça ne peut pas mettre dans une charrette tout cela? Et c'est excellent. Parce qu'en vérité, je crois que c'est à ce niveau-là qu'il y a effectivement quelques problèmes. C'est vrai que une telle institution porte sur les faits. D'accord. Mais vous savez, on ne peut pas se prononcer maintenant sur cette loi-là tant que la loi, en fait, le projet n'a pas été dévoilé. Parce que ça dépend donc des termes même de la loi. C'est par rapport aux critères qui seront retenus par la loi qu'on pourrait dire quelle serait la portée justement d'une telle loi. Mais vous n'allez pas croire. Mais est-ce qu'on peut faire une amnistie juste pour 2 personnes? Non, tout est possible. Ça dépend donc des critères que l'on utilise. Par exemple, on peut dire que les personnes qui ont eu à commettre donc de telles infractions prévues par les articles donc du code électoral pour telle période à telle période. Mais là, on restreint. C'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai dit simplement que c'est à l'aune de la loi que l'on peut effectivement déterminer justement la véritable portée donc de cette loi d'amnistie-là que l'on pourrait voter prochainement. Oui, mais ceux qui disent que c'est un deal politique qui se met en place aujourd'hui, que le président Macky Sall a besoin des 500 voix du Parti démocratique sénégalais et que peut-être c'est un soubassement qui prolonge l'idée de 3e mandat. Moi, je pense que la configuration de l'Assemblée actuelle est tellement floue, en quelque sorte, qu'il serait hasardeux de vouloir faire un deal politique à ce niveau-là. Mais si vous voulez l'amnistie au Karim Wade, Wallou va voter pour Karim. Les députés du PDS sont à l'Assemblée nationale de Wallou. Parce que ils sont des PDS. Ils ne vont pas quand même voter contre une amnistie pour Karim. C'est-à-dire en reconnaissance au président qui introduit la loi. Bien sûr. Mais est-ce que Wallou ne va pas faire le calcul contraire? Si je fais... Mais je ne parle pas de Yéhou, je parle de Wallou. Wallou, c'est des militants du PDS qui ont été élus, le groupe parlementaire du PDS. Est-ce qu'ils ne vont pas faire Ils ne vont pas voter contre Karim Wade qui est le leader. Est-ce qu'ils ne feront pas le calcul contraire? Ah bon? Si je vote pour le pouvoir, ils vont encore passer. Alors que moi, si je reste du côté de l'intercoalition, il y a des chances que si c'est mon candidat qui le met devant, il passe. Puisque, n'oublie pas, Sonko n'est pas éligible. Sonko est encore sous le coup d'une loi, sous le coup d'une possibilité de condamnation. Tant qu'il est sous le coup d'une possibilité de condamnation, au niveau de l'intercoalition, qui est le candidat? Ce serait peut-être Karim. On ne sait pas qui sera candidat. Mais pourquoi, professeur? Mais il faut bien qu'il soit amnistié. Il n'est pas éligible. Pas encore. Pas encore. Ça dit qu'il a. Non, pas encore. C'est ça le problème. Pour le cas de Ousmane, en fait, sa situation, on ne peut pas en parler. Pour le moment, on n'en parle pas. Pour le moment. C'est ça le problème. Donc là, il est toujours éligible. Oui. Voilà. Mais tant que les gens sont dans les calculs, je veux dire. Les calculs. Calculer en disant je vais du côté du pouvoir pour Wallou, c'est une possibilité. Mais s'ils le font, ils accepteront que le pouvoir continue, que le candidat du pouvoir en tout cas continue et gagne. Parce qu'ils seront obligés de se ranger derrière ce candidat-là, en quelque sorte. Tu ne peux pas accepter de te mettre du côté donc, des 82 et ensuite, à l'élection présidentielle, t'en démarquer. Ce serait compliqué. Mais s'il reste du côté de l'intercoalition, il y a des chances aussi que le candidat passe. Donc, il y a différents calculs qui peuvent être faits. Autant on peut dire que Macky Sall est en train de faire des calculs pour faire passer, peut-être même amnistier certains crimes, etc., et faire passer son candidat. Autant on peut dire que Wallou peut faire les mêmes calculs en se disant que parce que moi, je pense, Alassane, que si Karim Wade se présentait, ce serait un candidat sérieux, face à qui que ce soit. Autant que Sonko, autant que Khalifa Sall. Mais faire le calcul en pensant les attirer vers le candidat, c'est la fameuse réunification de la famille libérale. C'est un peu ça. Mais cette réunification de la famille libérale, elle a un peu échoué depuis qu'on est sorti de Massalikul Jinan. Parce qu'à la sortie de Massalikul Jinan, on pensait que c'était terminé et qu'ils allaient se retrouver. Ils ne sont pas retrouvés depuis lors. Je pense qu'il sera très difficile à partir de ce moment-là qu'on se retrouve tout simplement parce qu'il y a eu la loi d'amnistie. Vous pensez qu'il n'y a toujours pas de négociation entre les deux partis jusqu'à présent? Vous pensez qu'ils ne négocient pas en ce moment?
Je ne crois pas. Ah je bon? crois que Macky Sall a promis 2 fois d'aller voir Wade. Ça ne s'est pas passé. Oui, mais parce qu'il y a des négociation, gens qui se sont opposés. on peut négocier autour de par lui. personne interposée. Hein? Oui, ça c'est possible, même par téléphone. Le téléphone marche aussi. Par Hein? téléphone, d'accord. Mais je crois que Wade n'est pas... Wade, on pense toujours qu'il est tout à fait là. Je crois que Wade, c'est Karim qui dirige, je crois. En réalité. Ouais, attention, En réalité, c'est Karim qui attention, dirige, je pense. attention aussi. Hein? Mais moi, j'ai dit par rapport à cela, Oui. c'est vrai que pour Wallou, hein, ils disent qu'ils ne veulent pas d'une amnistie, mais plutôt d'une révision de la, donc, justement, Du procès. de Karim. C'est Wallou qui parle. Est-ce que Karim a parlé? Karim n'a pas encore parlé. Non, mais en fait, ils sont en contact. Ah, Et puis, ça a été toujours le principal demande. oui, quand Karim était en prison, beaucoup de responsables de PDS allaient en prison en sortant et disaient oui, Karim ne veut pas de quoi que ce soit. Alors que c'est pas ça. Au contraire, Karim Wade voulait sortir de prison. Attention. Mais non, la prison, ce n'est pas le paradis. Hein. Justement, donc lorsque vous... Donc, Comme vous quoi, avez tout fait qu'il peut avoir de faux porte-parole. Non, c'est possible. Ah, moi je n'irai Attention. pas parce que je considère qu'ils sont en fait un parti suffisamment organisé avec des porte-parole, tout ça. Mais je sais que la ligne que le parti a toujours en fait maintenue, c'est quoi? C'est que révision. Mais je dis simplement que ils ne vont pas cracher sur la loi d'amnistie. Et même s'ils le faisaient, en ne votant pas la loi, mais tous les autres vont effectivement voter la loi. Ça va passer. Et maintenant, lorsqu'une loi est là, la loi est générale, impersonnelle. Donc, c'est-à-dire que même s'il n'en voulait pas, en fait, Karim serait tenu donc, par une telle loi d'amnistie. Donc maintenant, il lui appartiendra à lui de revenir et de voir comment il pourrait effectivement participer. Mais en tout état de cause, ça pose l'autre problème. Pourquoi révision? Moi, c'est ça mon problème avec... c'est ça le problème. Révision. Mais c'est vrai qu'il y a une possibilité, lorsqu'une décision définitive et irrévocable a été donc adoptée par les cours et tribunaux, il y a des possibilités donc de révision. Mais on ne révise pas comme ça pour réviser. Pour amener justement les juridictions à statuer sur un recours en révision, notamment devant la Cour suprême, encore faudrait-il avoir un élément, un élément, nouveau, un élément nouveau, solide quoi. Parce qu'en vérité, n'oubliez pas que les juges qui ont eu à statuer de manière définitive se sont fondés sur des faits, qui ont emporté leur conviction. Mais pour les amener à revenir sur tout ça, il faut un élément probant qui pourrait être de nature à leur faire changer. Et qui justifie qu'on sorte de la crise. Oui, mais justement, dans tout ça, que vont devenir les 135 milliards? Voilà, c'est exactement. Que deviennent-ils? Est-ce que c'est des pertes et profits? 135 milliards, quand même, c'est pas... C'est énormément d'argent. Le juriste va me corriger certainement, mais je crois que s'il y a la loi d'amnistie, les 138 milliards seront amnistiés aussi. Ah bon? Parce qu'en vérité, et c'est là où il faudrait apporter la clarification. Il ne s'agit pas de dommages intérêts, il s'agit d'amende. L'amende est également une sanction pénale. Et donc la loi d'amnistie... Va effacer l'amende? Mais c'est clair. Pour être beaucoup plus complet, la loi d'amnistie concerne les peines principales, les peines accessoires et les peines complémentaires. Tout ce qui relève du pénal, eh bien, donc serait en fait amnistié. Seulement, si dans cette situation-là, il existerait donc des tiers qui s'étaient considérés comme étant victimes et à qui on aurait accordé des dommages et intérêts, à ce moment-là, effectivement, on doit, malgré l'intervention d'une loi d'amnistie, effectivement, ils doivent procéder à la réparation. Et cet argent, pour l'opinion publique? Pour l'opinion publique, ce serait dommage, Alassane, parce que, quoi qu'on dise, il y a eu durant cette période-là beaucoup de choses qui ne plaisent pas aux Sénégalais. Si les Sénégalais, comme on dit, la demande sociale, le procès c'était une demande sociale, c'est parce qu'effectivement il y avait des choses qui n'allaient pas bien. Je crois que le président Wade en ce moment-là avait fait une erreur en mettant Karim à tous ces postes-là et avec toutes ces possibilités-là, y compris à ne pas
à passer au-dessus du ministre de l'économie et des finances pour certains accords avec les pays arabes et autres. Bon, maintenant, si on va aller à l'apaisement, il faudrait bien qu'on accepte que 138 milliards aussi, bon, on a parlé de 4 000 milliards, il ne faut pas l'oublier. On a parlé ensuite de 2 000 milliards, ensuite on a parlé de, bon, le juge est arrivé à 138 milliards avec ses calculs. On a été faire des commissions rogatoires un peu partout, on n'a rien trouvé. Apparemment, lui-même, il avait dit au départ à ses collaborateurs à l'ANOCI que personne ne trouvera un franc sur ses comptes. Donc, on ne peut même pas prouver que les 138 milliards sont quelque part. Sauf que sur cette question-là, parce qu'en fait, on semble dire qu'il y a des décisions étrangères qui ont eu, en fait, à donner raison à qui? À Karim. C'est-à-dire à contester ou bien à contredire la décision donc CREI. Moi, j'ai dit que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Ce n'est pas le cas, parce qu'en vérité, après condamnation, on a saisi des pays pour que ces pays-là puissent procéder à la saisie donc des biens détenus. Et ces juridictions-là, étrangères, ont dit que non, par rapport à notre loi interne, ce n'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que ce qui a manqué, c'est quoi? Ils ont refusé d'exéquaturer la décision justement de la CREI. Donc, c'est-à-dire que cette décision-là n'était pas applicable justement en fait, au niveau donc, des États étrangers. C'est pas ça. Donc là, on n'est pas revenu. En fait, on n'a pas contesté la décision de CREI, mais seulement cette décision CREI ne peut s'appliquer qu'au Sénégal. Et donc là, en voulant faire appliquer une telle décision à des pays étrangers là, non, ils ont dit que non, on ne doit pas exécuter. Parce qu'une décision sénégalaise doit être exécutée en fait, en étranger, il faudrait suivre la procédure de l'exécution. Justement, c'est à l'issue donc, de cette procédure-là d'exécution qu'on a estimé qu'effectivement, en fait, cette décision-là ne pouvait pas être appliquée, en fait, au niveau étranger. C'est pourquoi je disais que pour la CREI, s'il y a révision, ce ne serait pas avec la CREI en quelque sorte, parce que la CREI ne pourrait pas réviser un tel procès, avec ses procédures, sans appel, etc. et tout. Donc, ça pose problème, la révision. Est-ce que la loi d'amnistie, comme les gens l'ont dit, c'est une loi d'amnésie pour oublier les choses, effacer tout, pour régler des problèmes politiques? On peut prendre le cas Abdoulaye Wade. Ça a été une loi d'oubli. Parce que une grande majorité des Sénégalais n'étaient pas d'accord sur la condamnation d'Abdoulaye Wade. Sur le cas de Karim, sur les crimes économiques, peut-être que des gens ont des opinions différentes, mais sur la condamnation même politique, aucun Sénégalais n'accepte, je crois, qu'on arrête les gens pour des raisons politiques. Ou alors qu'on les arrête même pour des raisons économiques, au moment où ça les empêche justement de participer à une élection ou de participer. Parce qu'on a vu des pays où des gens en prison ont participé à des élections. C'est possible. Mais quand on les met dans des situations telles qu'ils sont immédiatement inéligibles, c'est de manière légitime que les gens pensent que c'est juste pour les écarter. Et ça, les Sénégalais ne l'acceptent pas. Sur ça, maintenant, ce serait l'oubli. Sur maintenant les deniers, les Sénégalais, dans la situation actuelle que nous vivons, ne pourront jamais oublier qu'il y ait des prévarications sur les deniers publics. Ce n'est pas acceptable. Maintenant, bon... peut-être aussi qu'on trouvera une solution pour que s'il y a quelque chose, comme le dit Barry, des biens qu'on pourra aller chercher, qu'on aille les chercher en ce moment-là. Si on est sûr que ces biens-là viennent de ça. On se souviendra de l'argent qu'Idriss Seck devait ramener. On s'est souvenu qu'Idriss Seck a ramené même 7 milliards à Wade, etc. Ça, c'est de l'argent qui était dans la même période, venait de sources qui ne sont pas maintenant des sources budgétaires. C'est aussi ça qu'il faut retenir. Parce que vous allez dans un pays arabe qui vous donne une valise, bon, ce n'est pas tout à fait le détournement. Il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace. Ah, c'est l'argent du pays. Quand on vous donne un cadeau, c'est pour le pays. C'est pour le pays en principe. Normalement. Mais sauf que ce n'est pas écrit. Mais seulement, en fait, moralement, dans des pays normaux, pays normaux, c'est inscrit quand on donne un cadeau à un chef d'État, le cadeau appartient au pays. Même un tableau. C'est vrai, mon cher. C'est vrai. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Iba Barry Camara, universitaire et juriste, et Farah Samb, journaliste. Le deuxième point de notre débat, c'est par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouvernement concernant la cherté de la vie, concernant... Sauf que vous me permettrez d'ajouter, avant que nous quittions donc ce point-là. On parle de loi d'amnistie. Mais cette loi-là n'aurait pas l'impact souhaité tant que l'on n'a pas procédé en fait à l'abrogation ou alors à la modification justement des dispositions du code électoral. Parce que moi je considère que pour être logique, on amnistie et ensuite, immédiatement après,
on procède justement comment dire, à la modification ou alors à l'abrogation donc, de ces... Parce que ces dispositions-là ne se justifient nullement. Elles sont très mal écrites et on ne comprend pas en vérité. C'est un instrument véritablement redoutable pour le régime qui est effectivement en place. On peut laisser le juge parce décider. qu'on peut toujours, à tout moment, et aujourd'hui, mon cher Alassane, il suffit simplement de descendre au niveau donc, de n'importe quelle autorité politique. Mais sur cette base-là, vous pouvez l'amener justement, en fait, comment dire, vous allez constater des fautes. Oui, mais ces lois, tous les régimes l'avaient dénoncé. Abdoulaye Wade avait dénoncé l'article 80, mais quand il est venu, il l'a maintenu. Mais ça, problème. Les politiciens prennent des lois et les maintiennent comme des épées de Damoclès. Et là, lorsqu'il s'agissait donc du dialogue national, je crois qu'effectivement, Ning m'avait dit, personnellement, qu'effectivement, la question avait été agitée. Mais parce qu'il n'y a pas consensus, on a dit que donc on remettait la question là, en fait, comment dire, à l'appréciation du président. Mais le président, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a maintenu. Ouais. Parce qu'effectivement, ça pourrait l'arranger quelque part. Mais moi, j'ai dit que le personnel politique doit, en fait, un tout petit peu oublier ses propres préoccupations et essayer de voir ce qui est bien pour notre pays. Et justement, pour ça, mais il nous faut abroger ces dispositions-là. Mais c'est une question qui sera posée au prochain qui va venir. Eux-mêmes, ils vont maintenir ça aussi pour régler des comptes après. La question concernant la sûreté de la vie, concernant le loyer et le chômage des jeunes. Le gouvernement, 15 mois, a dit que c'est un gouvernement de combat, qu'ils vont se battre pour réduire ces choses-là. Est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour le faire? Alassane, on a l'impression qu'on est dans une éternelle répétition. Parce qu'on a eu à le faire juste après l'alternance. Je me souviens qu'il y avait un débat dans votre ancienne radio avec Omar Dawaskosen. Et dans ce débat-là, on disait, Omar, ce sera très difficile. Eux, ils étaient convaincus qu'en faisant jouer certains leviers, on y arriverait. Mais je crois que si on prend le contexte international tel qu'il est actuellement, tous les pays du monde se préparent à ce que l'inflation continue de monter. On se prépare à ce que les taux directeurs des banques continuent de monter. À partir de ce moment-là, dire qu'on va diminuer au niveau du Sénégal, c'est d'abord dire qu'il faudra, une fois que certains produits sont homologués, on a augmenté les produits homologués, mais personne ne les respecte pratiquement. Le ciment est un exemple typique. Le ciment, on est arrivé à 73 000 francs, il est vendu à 85 000 francs parce qu'il y a pénurie de ciment. Alors, moi je veux construire, je vais chez mon fournisseur, il me dit que non, j'ai ça qui me reste comme ciment et je te les vends à 85 000, je suis obligé d'acheter à 85 000. Il n'y a donc pas quelque chose qui manque, c'est quoi? Le contrôle. On a un peu tué le contrôle économique. Il dit qu'on va recruter 1000 jeunes pour les amener. Mais je me souviens, Alassane, quand on mettait la police de la circulation, c'était devant le commissariat central, des jeunes qu'on a amenés en disant ils sont incorruptibles parce qu'ils sont encore jeunes, etc. On les met sur le... Ça n'a duré que 2 ans, 1 ou 2 ans maximum. Ensuite, ils se mettent dans le même circuit, ils se retrouvent dans... Si on prend des jeunes qu'on met pour aller contrôler les boutiquiers, mais le boutiquier, le problème c'est notre relation. Omar Ndao le dit très souvent, c'est notre relation avec le boutiquier. C'est lui qui a ma dépense, c'est presque quelqu'un, un membre de la famille. La corruption... Je ne le dénoncerai pas. Les Sénégalais n'ont pas la culture de la délation, de la dénonciation. Ils ne le font pas et malheureusement, malheureusement aussi il y a quelque chose, et ça c'est le plus grave, c'est la spéculation. Ce qui s'est passé à Touba, avec l'oignon à 2000 francs, c'était scandaleux. L'oignon était à 800 francs, les gens stockent et à un moment donné, ils revendent à 2000 francs. Et les gens étaient obligés d'acheter à 2000 francs. Et chaque fois, je me souviens d'un moment où Abdoulaye Wade est rentré en parlant de riz indien. C'est comme le président qui parle d'aller voir avec les Pakistanais et les Indiens. Parce que les Indiens, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont arrêter, diminuer en tout cas. Ils ont commencé. Le riz exporté. À partir de ce moment-là, Wade, quand il est rentré, il a parlé de quantité de riz. Immédiatement, certains commerçants ont bloqué le riz qu'ils avaient dans les magasins. Rien que pour attendre et pour faire monter les prix. Il faudrait donc qu'on puisse parler d'abord à nos commerçants. Je ne sais pas comment, mais il faudrait qu'il y ait, je ne sais pas, un véritable neutre national sur ce plan-là, que les gens ils mettent en avant la morale et la politique. Mais est-ce que les commerçants qui décident un jour l'autre de bloquer par exemple le sucre, il y a eu quelque temps où c'était le sucre, on bloque du sucre dans les magasins et ensuite on vend le sucre à 2 fois son prix. Et il y a de ces produits-là où le ménage n'a pas le choix. Chaque matin, c'est d'ailleurs les produits qui marchent les mieux. Le savon, tu te laves chaque matin. Il te faut du sucre chaque matin, il te faut du riz. Et ce sont les produits sur lesquels la spéculation marche à fond. Donc, 1, contrôle économique, 2, spéculation.
et peut-être qu'on aura la chance maintenant de changer les mentalités, parce que je crois que c'est véritablement dans les mentalités qu'il faudrait qu'on joue. On nous a dit, l'autre solution, ce serait le consommer sénégalais. Ça aussi, c'est depuis 20 ans qu'on en parle. Consommer local, mais pratiquement, personne ne va vers le consommer local. Mais déjà qu'on parle de consommer local et qu'on veut augmenter la production de riz, pourquoi n'augmentons pas la production de mil? Pourquoi n'augmente pas la production de sorgho, de fognon et de niébé? Non, parce que personne ne veut manger son fognon, son mel. Sauf que, il y a quelqu'un qui a démontré que maintenant, les jeunes, le soir, tout le monde va vers la petite commerçante qui vend du fondé, qui vend du beignet ou du machin. Parce du Ndambé aussi. Parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais à partir du moment où maintenant ça devient de plus en plus populaire, peut-être qu'il serait temps qu'on essaie d'être autosuffisant d'abord dans nos produits locaux, les niébés, les mil et autres, avant de penser, parce que de toute façon l'autosuffisance en riz, apparemment on n'y arrivera jamais. Tous les peuples ont commencé à prendre de plus en plus de riz. Les Indiens, c'est ça, c'est aussi la consommation locale qui fait qu'ils sont obligés d'arrêter les exportations. Est-ce que ça passe par augmenter la production locale pour faire face à l'inflation? Mais il va sans dire. Mais au préalable, il faut quoi? Il faut reconnaître une chose. C'est la défaillance de l'État. L'État a perdu le contrôle. Aujourd'hui, on est dans un état où chacun fait ce que bon lui semble. Parce qu'on est commerçant, on croit qu'en fait, on a comme loi de référence que sa propre loi. L'État disparaît donc de la scène. Chacun fait ce que bon lui semble. C'est quoi ça? Nous avons un État puissant ayant les moyens de sa politique. Mais pourquoi l'État, bonté divine, l'État n'intervient pas lorsque l'on entend par rapport au propos donc, de la cherté loyer? Le président qui dit, en fait, comme ça, oui, oh, mais on n'y peut rien, j'ai voté une loi, hein, mais là, on ne peut pas faire respecter. Mais un État qui dit ça, c'est révélateur. Vous nous disiez tout à l'heure que on a un nouveau gouvernement de combat. Combat par rapport à quoi? J'en doute. Mais il faudrait que l'on soit proactif. C'est-à-dire qu'il faut que les autorités investissent justement le marché. Il ne faut pas permettre à ce que veut tout le monde de le faire. Il faut que les gens respectent la réglementation. Et pour ça, il faudrait que le ministre du Commerce soit outillé. On parle donc du recrutement de groupes de jeunes. Mais ce que vous avez dit, c'est vrai. Est-ce que ça va être possible de le faire? Et plus tard, est-ce que ça va produire donc les résultats escomptés? J'en doute. Il faut que l'État mette en avant ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a le contrôle économique, il y a la police, il y a la gendarmerie, hein? Il y a le service d'hygiène. Mais il faudrait que tous ces corps-là soient en fait... C'est ça le problème. Et que l'on travaille essentiellement pour le bien-être de la population. Et non pas, en fait, faire de la politique comme ça, de la politique du paraître. Non. Les Sénégalais, on ne le dira jamais. Les Sénégalais sont très fatigués. Momar Ndao, Ascosen disait sur cette antenne il y a quelques mois que l'impossibilité de baisser les loyers est due à quelque chose de très clair. Que les bailleurs, ce sont les agents des impôts et domaines, et les magistrats, ceux qui louent les maisons. Au Sénégal. Ils sont très puissants et protégés. C'est comme quand on va voir... C'est des lobbies qui... Les clandos, c'était la plupart des policiers à la retraite, etc. C'est-à-dire que ces gens-là, ils jouent à un jeu, comme le dit Barry, et avec l'État, en quelque sorte. Parce que quand quelqu'un, une agence qui appartient à quelqu'un qui sait quel levier il peut faire bouger pour que du jour au lendemain, ils se disent... Ce qu'on vous donne comme prétexte pour augmenter le loyer, c'est très simple. Ils sont au fait des lois. Je veux réfectionner ma maison parce que la loi, elle est basée sur la construction, les matériaux, le nombre de chambres, les toilettes, etc. On calcule à part de ça. À partir du moment où vous changez donc cette configuration-là, vous avez la possibilité d'augmenter le loyer. On fait sortir un locataire, on dit qu'on réfectionne et on augmente le loyer le lendemain. Et c'est ce qui s'est passé partout. Mais si ce sont des gens qui sont dans le système et qui font tout pour fausser le système, il sera très difficile
pour l'État, pour qui que ce soit. C'est la même chose avec les prix. Si ce sont les magistrats qui sont les bailleurs et les impôts et domaines, vous n'avez pas de où vous plaindre. Non. De l'injustice, vous n'avez pas de jugement. S'il faut corriger, impossible de le faire. C'est exactement la même chose quand on pense. Les gens du service d'hygiène, je disais à un ami hier que le service d'hygiène, ceux qui étaient restés du service d'hygiène, ils entraient dans les maisons, mais quelquefois, ce qui se passait, c'est que des gens arrivaient simplement pour raqueter. Parce que, bon, ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire. Alors finalement, ils se sont laissés aller à une situation de rente et ils continuent à simplement laisser faire. Avec c'est la la même corruption, chose. tout ça. C'est que ça ne peut pas aboutir. Parce que c'est difficile. Il faut que l'État se ressaisisse. Ouais. Parce que tout est entre les mains de l'État. On nous parle, en fait... Oligarchie, hein. Mais ça, le problème. Et celui-là qui souffre, hein, c'est le citoyen lambda. Pour trouver un loyer, mais c'est la croix et la bannière. Mais pour payer, mais aujourd'hui au Sénégal, hein, moins de salaire, ça ne dépasse pas 300, 400 000. Mais si on fait payer plus de 150 000, 200 000. mais on ne peut pas s'en sortir. Il faut que l'État soit encore et encore auprès donc des populations. Et j'ajoute, et ceci, cette défaillance-là, c'est à presque tous les niveaux. Mais mon cher ami, vous vous rendez compte, au Sénégal, il y a beaucoup d'industries qui font une porte. En fait, un beau jour, on dit aux salariés, hey, rentrez chez vous. On doit leur payer, en fait, sur la base donc d'une décision donc, de justice, donc leurs droits. Mais ils sont à courir derrière ça, en fait, des années et des années. Et jusqu'à ce jour, ce sont leurs héritiers qui vont continuer jusqu'à ce que leurs héritiers également. Mais quoi, il faut que l'État également veille sur le respect donc, des droits. Non, je le donne à ce niveau-là, le cas des usines et les SN, ils sont fermés, ils ont gagné le procès, de temps en temps on leur donne un petit pécule, mais c'est quoi ça? Et puis ça continue. Mais la solution sur le loyer, la plupart des pays qui sont arrivés, nous avons la solution. Hein. C'est une déclaration, c'est les 100 000 logements. Mais de la déclaration à la réalisation de ces 100 000 logements, parce que quand vous créez 100 000 logements d'ici Diamniadio, d'ici machin, les gens pourront au moins souffler. 100 000 logements, il faut se dire que la SICAP, les HLM réunis n'ont jamais fait 20 000 logements. Donc quand vous déclarez que vous allez faire 100 000 logements, je reviens au fameux projet de Watt de 70 000 logements qui n'ont jamais vu plus de 10 logements construits. Bon, là, on a déjà avancé, mais chaque fois qu'on nous sort une inauguration, c'est juste 200 logements. Sur 100 000 logements, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais la solution, c'est ça, c'est qu'il faut construire d'ici vers Diamniadio des logements où les gens pourront aller louer à 90 000 à 100 000 francs. Et ça, bon, le chef de l'État a donné des terrains, parce que sur Diamniadio, je crois que c'est ça. Le terrain est gratuit, vous venez, vous avez un projet, vous construisez. Mais les constructions durent, ça c'est la première chose, elles ne sont toujours pas terminées. Cette zone-là est encore dans une situation assez difficile, et les 100 000 logements n'avancent pas tellement. Abdou Karim Fofana qui avait eu l'idée, parce que lui, c'est ça son métier. Maintenant, il est au commerce, je ne sais pas comment il va faire, mais il avait trouvé que l'État louait à Dakar pour tous les ministères. Il y avait un ministère qui avait 14 endroits dans lesquels il avait des locations. Il dit au président de la République, 90 milliards qu'on paie en location, on pourrait construire à Diamniadio. C'est logique. Et ça a été fait, on demande à Télium construit, et ensuite on va rembourser sur 25 ans. Mais les 100 000 logements, ça doit être un système de ce type. Permettre à ceux qui veulent construire, les sociétés, les coopératives, les agences immobilières qui veulent se construire, d'aller construire et ensuite, après, maintenant, on paye sur 25 ans. Ouais. Mais tant qu'on va continuer à... Parce que le meilleur projet, c'était le projet des ZAC. Je me souviens de ces ça. Mais aussi, celui-là, on l'a abandonné. On a l'impression qu'on revient chaque fois... On termine avec le Burkina Faso. Oui. Depuis 1966 jusqu'à présent, 8 coups d'État. Le pays a battu le record, peut-être mondial de coups d'État. Même le nouveau président qui s'est déclaré, M. Traoré, Ibrahim Traoré, n'est pas sûr qu'il va rester encore au pouvoir. Comment pour cette instabilité au Burkina Faso? Non, parce qu'en vérité, c'est l'État, la notion même d'État qui est en vacances. Depuis quelque temps, hein, en fait, l'État a disparu donc, des radars. Aujourd'hui, c'est celui-là qui est le plus fort, qui est censé être le plus fort, ou bien qui croit être le plus fort, qui vient prendre donc le pouvoir jusqu'à ce qu'un autre groupe se constitue pour l'évincer. Ça se passe comme ça. Maintenant, comment peut-on régler donc, la question? Mais il faudrait que la CEDEAO, comment dire, l'Union africaine,
également, mais se préoccupent donc d'une telle situation. Autrement, ils vont s'entretuer encore et tout ceci au détriment donc de la population. Et c'est dommage. Il n'y a pas encore, mais il n'y a pas d'État, il n'y a plus de constitution, parce que chaque régime qui vient dit non, je suspends la constitution, maintenant je fais ce que moi me semble. C'est pas comme ça. On est censé vivre dans un village planétaire. Vous ne pouvez pas vivre en autarcie et faire ce que vous voulez dans le cadre de votre propre pays. Ce n'est pas possible. Donc il faut que le système international également intervienne pour mettre fin à tout ça. C'est le retour des coups d'État en Afrique apparemment. Oui, apparemment après les années 90, il y avait eu un recul, mais ça revient parce que tout simplement, dans cette zone-là, on l'a dit, c'est d'abord les forces djihadistes d'un côté, la rébellion Touareg au Mali en plus, et ensuite le trafic de drogue, différents trafics un peu partout, qui fait que, bon, justement... Mais est-ce que ce n'est pas aussi l'échec du leadership politique? C'est l'échec du leadership politique sur 2 points. Le premier point, c'est la malgouvernance. Le deuxième point, c'est la corruption, la grande corruption même qui s'installe au sein des États. Parce que les jeunes qui prennent la mer, mais pour moi, c'est presque un suicide. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de perspective devant eux. Ils se disent, bon, je vais m'en sortir. Et c'est parmi eux que les djihadistes recrutent en fait. Parce que certains djihadistes ne sont pas tout à fait des islamistes. Parce que si on prend le Maroc, à un moment donné, il y a un pouvoir, les Touaregs ont pris le pouvoir pendant presque 1 an. Et ils ont imposé la charia. Si les djihadistes étaient islamistes... C'est en Algérie, ça. C'était en Algérie, ça. Voilà, oui. C'était en Algérie. Non, au Mali. À un moment donné, il y a eu une sorte de vide. Mais s'ils étaient véritablement islamistes, ils se retrouvaient, mais ils ne se sont pas retrouvés. C'est donc des intérêts différents. Certains djihadistes ne sont que peut-être des mercenaires même, qui sont là, qui... Et c'est le cas. Et qui recrutent parmi nos jeunes, en leur disant, bon, vos États ont failli. Il paraît que quand ils les recrutaient vers Boko Haram, on leur donnait une moto, ensuite une épouse. Bon, et le gars, il sent que, bon, maintenant, au moins, il y a des perspectives pour sa vie. Et là, il était capable de revenir, pour qu'il puisse revenir et maintenant faire des coups dans son pays. Les États, à partir du moment, parce qu'Ibrahim Traoré, ce qu'il dit hier, si on l'entend, il dit qu'il y en a qui circulent dans la hiérarchie même, qui sont milliardaires. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que les écarts de revenus... L'économie de la guerre. La Chine marche, pourquoi? Parce que les écarts de revenus ne sont pas aussi énormes que ça. Mais quand vous avez des écarts de revenus, des gens qui roulent un machin et qui ont des étages et des buildings, alors que les autres sont en train de courir derrière 2 repas, vous avez toutes les chances pour que tôt ou tard, ces gens-là soient recrutés par des djihadistes ou qui se mettent dans le trafic de drogue. Et à l'instant, le trafic de drogue est le crime le plus abominable. Parce que ça détruit des jeunes, ça détruit une société. Ça détruit un jeune définitivement. C'est-à-dire que vous essayerez par tous les moyens de le ramener, il ne reviendra jamais. Moi, j'ai un gosse qu'on m'a donné depuis l'Éthiopie et qui est passé par l'Allemagne aux Pays-Bas. Il est tombé dedans, il a 38 ans aujourd'hui, tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien, tu essaies de le rien. Donc les trafiquants de drogue, et ces trafics de tout genre. Mais ensuite, la grande corruption qui laisse faire ces trafics. C'est la grande corruption. Il paraît que notre zone est une zone de transit des drogues et aussi le Burkina, paraît que c'est un peu ça, qui fait que des gens sont milliardaires devant un pays où, tu le dis, 8 coups d'État. Et des coups d'État sur coups d'État, parce que lui c'est en janvier simplement, déjà 8 mois plus tard, il y a l'autre qui prend, et jusqu'à présent on ne sait pas où est-ce qu'on est. Mali, 4 coups d'État depuis le début, Guinée, 4 coups d'État depuis le début, continue. Et puis on continue. Le Sénégal, dont on dit que nous sommes une oasis au milieu de pour encore combien de temps? De ces zones de feu, mais par combien de temps? Parce que cette année, il faut le dire, le pays n'a jamais été autant menacé qu'actuellement. On est en train de se dire que bon, espérons que nous allons y aller, parce que nous avons des leviers. Il y a le Gorée Institute qui donne l'exemple du Niger, qui est un pays paisible, parce que tout simplement, ce n'est pas simplement une question de consensus, c'est parce que la société nigérienne accepte qu'il y ait une alternance. C'est soit le premier ministre il est de l'Est et l'autre il est de l'Ouest. Maintenant, Bazoum, c'est un arabe, 4% de la population, c'est comme Senghor chez nous au départ. Et il oui, mais le Niger a connu des coups d'État aussi. Hein? Le Niger a connu des coups d'État aussi. Mais actuellement, l'ancien président... Depuis les Bara Maïna et les autres là, c'est des coups de ger. Issoufou a accepté oui. de céder le Maintenant, pouvoir. oui. Bazoum est passé. Tant qu'on respecte les échéances, il n'y a pas de problème. Le Cap-Vert n'a pas de problème du tout. Tant qu'on respecte les échéances et qu'on n'essaie pas de prendre les choses par des manières détournées. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les leaders politiques ont échoué dans la façon de gérer leur pays, la bonne gouvernance qui n'a pas été mise en place, la corruption qui gangrène les États, les militaires qui arrivent au pouvoir, au lieu de s'occuper de lutter contre les djihadistes, s'occupent d'abord de leur propre problème, de leur propre business, où les présidents sont dans nos pays des businessmen eux-mêmes. Mais
mais Alassane, des hommes d'affaires au pouvoir. Et puis tu connais mieux que moi le problème. Et c'est ça le problème. C'est que la corruption, on en parle. C'est pas qu'on en parle comme ça pour en parler. Mais c'est notre véritable mal. Il faut qu'on essaie. Et pourtant au Sénégal, on a tous les moyens pour ça. Mais l'OFNAC, il faut renforcer l'OFNAC. Je disais ici même avec vous qu'on devrait créer quoi? En fait, le parquet financier. Parce qu'au Sénégal, maintenant, tu vois des fonctionnaires, mais qui sont d'une richesse excessive. Mais il faudrait voir. Mais aujourd'hui, on en est au point où, lorsque vous avez si vous êtes riche, il y a une traçabilité. Mais des gens qui ont des millions et des millions, qui sont très riches, et on ne peut pas dire où ils ont la provenance de ces biens-là. Mais un État d'abord doit être stabilisé. Et pour ça, il faudrait... Foyou Ndiaye disait enrichissement sans cause. Mais c'est enrichissement sans cause. Et ça, c'est très grave. Et au Sénégal, vous savez, on a même été en avance par rapport aux Nations Unies. Parce que c'est en 2003 que les Nations Unies ont dit que oui, maintenant il faut que chaque pays prévoie donc des dispositions pour lutter contre la corruption. Mais nous, depuis 81, on a prévu ça. Mais pourtant, ça ne marche pas. Créer. Mais c'est quoi? Mais c'est ça. Et puis, ceux qui disent non, il faudrait éliminer. Non. Il faut un État fort. Parfois, s'il faut amener même quelques considérations, démocratiques, il faudrait faire tout pour stabiliser l'État et extirper la corruption de nos réalités. Oui, les militaires qui prennent le pouvoir en Afrique, dès qu'ils arrivent, ils se mettent aux affaires aussi. Ils deviennent des hommes d'affaires, et ils vendent des armes, il y a un trafic, certains achètent des maisons à Dakar, dans la sous-région, s'enrichissent aussi. C'est le cas du Mali, il paraît qu'il y avait des dizaines de l'oligarchie se met en place. Ibrahima Traoré, hier, il dit que la hiérarchie, il y avait des gens qui roulaient avec des milliards. C'est exactement ça. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de détourner, de voler sans que ça soit su. Ce n'est pas possible. On est à l'ère du Web 3.0. Ce n'est pas possible de détourner de l'argent sans pour autant quelque part quelqu'un sache où est passé l'argent et où est-ce qu'on l'a mis. À partir de ce moment-là, les gens l'ont dit, il faudrait que l'OFNAC puisse s'autosaisir et puisse immédiatement aller en procès contre ce qui est. Mais quand on dit qu'il y a tant de décisions qui ont été rendues, il y a tant de comptes rendus, il y a tant de machins qu'on a déposés, et qu'après il n'y a rien. L'impunité est en train de nous tuer. C'est un peu ça. L'impunité est en train de nous tuer. Quand on sait que tel a fait, et il ne se passe rien le lendemain. Les jeunes qui vous disent c'est ça, dans leur quartier, ils voient des gens qui passent devant eux, mais qui ont été épinglés sur ça, et rien ne se passe. Ils finissent par être frustrés, ils finissent par se demander où est-ce qu'on va. Légitimement. Nous avons les moyens d'arrêter ça. Nous avons les moyens de faire en sorte que l'argent qui sort, où qu'il aille, on a la traçabilité, si ce n'est pas nous les partenaires. Parce que aussi, il ne faudrait pas qu'on se leurre avec les partenaires. Les partenaires, ils sont importants pour nous. Sur le plan de la sécurité, il y a beaucoup de choses au Sénégal qui se passent. La plupart du temps, nous ne sommes pas au courant. Ils nous aident à arrêter la menace djihadiste. Elle est là. Elle est là. On nous avait dit que même dans les familles religieuses, les gens ont été infiltrés. Mais vous allez voir les avocats, ils vous diront, on trouve des cas, mais chaque fois, on le règle en douce. J'ai une fois demandé à l'ambassadeur de Chine, c'est l'attaché culturel qui m'a répondu, il me dit que c'est la même chose. En Chine, ça se passe, mais on le règle avec fermeté et rapidement. Et puis, on passe. Mais maintenant, la corruption, tant qu'elle s'installe, elle installe un climat de méfiance et d'insécurité qui est tel que c'est l'État même qui est en danger. C'est notre mal. Voilà, le temps que j'ai parti est terminé. Merci infiniment à Iba Babari Kamara, universitaire et juriste à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci à Farasamba, journaliste et écrivain. À la technique, Biran Sissé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Merci à vous.